Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro consacré à l'actualité nationale, régionale et internationale. Nous entamons ce focus pour vous faire découvrir comment s'est déroulée la Semaine nationale de civisme et du bénévolat organisée sous les auspices du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le lancement du Relais du Sud a marqué une journée mémorable avec des événements organisés dans les 5 régions du pays. Ce relais a été inauguré officiellement à 16h, marquant le début d'une nouvelle initiative destinée à renforcer les liens entre les élèves et la capitale et ceux de régions de l'intérieur. Des itinéraires distincts ont été établis pour cette occasion. Le premier, partant du Menfob, a rassemblé les élèves de la capitale, tandis que le second, au départ du rond-point de PK13, a accueilli les jeunes des régions. Ce parcours, élaboré par des experts de l'APS, a permis aux élèves de Djibouti d'y s'unir avec leurs camarades et des autres régions dans un esprit de fraternité et de solidarité. Le relais a débuté par un parcours dans la communauté de Blaus et les élèves de la capitale ont rejoint ceux de région au rond-point de la Palmarès de l'EDD. Ensemble, ils ont ensuite emprunté la route de Venise, brandissant fièrement les drapeaux de Djibouti. Ce geste symbolique a illustré leur attachement à l'unité nationale. Le relais, qui a pour objet la promotion du bénévolat et du civisme, représente non seulement un moment de convivialité pour les élèves, mais également une occasion de renforcer les liens entre les différentes régions du pays. En favorisant les échanges, la collaboration, cette initiative vise à construire un avenir commun fondé sur des valeurs de solidarité, d'unité. Les participants d'exprimer l'enthousiasme, leur engagement à poursuivre des dynamiques et à promettre et ils promettent d'un avenir meilleur pour tous. Après le succès des relais des élèves dans toutes les régions du pays et dans la capitale, près de 1500 personnes se sont réunies sur l'esplanade du Palais du Peuple pour célébrer le bénévolat et le civisme. Les élèves des 5 régions, accompagnés de près de 300 camarades depuis le rond-point de l'Hôtel Escale International, ont convergé vers ce lieu emblématique où une animation musicale, spectacle artistique les attendait. À leur arrivée, les élèves ont été chaleureusement accueillis par un public enthousiaste composé de près de 1000 élèves. Les représentants des 5 régions ont pris la parole pour dire leur serment, affirmant leur engagement envers la population djiboutienne. Ces moments ont été largement relayés par les médias et sur les réseaux sociaux. Pour marquer cette cérémonie, les élèves du Nord ont prononcé leur serment en Somalie, ceux du Sud en afar, les élèves d'Arta en arabe, témoignant ainsi leur maîtrise des langues nationales, leur attachement à la culture et leur pays. Innovation marquante de cet événement a été l'arrivée des sermons apportés par un drone captivant les regards des jeunes présents. wuxuu yahay waa in ubadka lagu barbaarsho waa in iskuullada lagu baraa wax wada qabsiga bulshada iyo muhiimiyadu waa wadan jacaylka. Autre actualité, la Cour des comptes a organisé un atelier régional d'envergure panafricaine. Explication. Dans le contexte africain où la transparence et la bonne gouvernance deviennent impératifs, essentiels, la Cour des comptes a organisé un atelier régional d'envergure panafricaine, organisé en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique et l'initiative de développement l'Intosai. Ce rassemblement mise en lumière un enjeu crucial, l'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. L'objectif principal de cet atelier est d'analyser les facteurs informels qui entravent l'indépendance. Ces facteurs souvent cachés dans un impact direct sur la mise en œuvre des principes énoncés dans la déclaration de Mexico. Bien qu'adoptée au niveau international, cette déclaration fixe les normes indépendance, mais le complexe local entrave fréquemment leur application. Les défis posés à l'indépendance ne sont pas seulement liés à la conception de cadres juridiques, ils sont également liés à la facteur informel, tel qu'un exemple, les aspects fonctionnels, financiers, organisationnels, mais aussi les dimensions psychologiques. Dans le cadre de ces projets, seront examinés et analysés les bonnes pratiques internationales visant à garantir l'indépendance au-delà des cadres juridiques, afin de formuler des recommandations générales pour renforcer leur indépendance de facto grâce à la compréhension des facteurs informels. Le rapport proposera une série de principes, recommandations basées sur de bonnes pratiques internationales en matière de renforcement de l'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques pour une bonne gouvernance, qui vont au-delà des normes existantes. L'Intosai et les compléments. La raison d'être ces principes, recommandations est d'inviter le gouvernement, pouvoir exécutif et législatif à se les rapproprier pour compléter ou renforcer ainsi la disposition existante en matière d'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques.
Le ministère du Travail a organisé un atelier consacré à la promotion de la sécurité et de la santé du travail. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, a organisé un atelier consacré à la promotion de la sécurité et de la santé au travail, ainsi qu'à la révision de la liste des maladies professionnelles. L'événement qui s'est tenu au Kempinski Palace. Cet atelier s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali, et a vu la participation du conseil technique du ministre du Travail, Khadir Omar Khalileh, et du directeur du Travail par intérim, M. Omar Haroun. Ainsi, cet événement a rassemblé des experts, des responsables des institutions, ainsi que des représentants du secteur privé et des organisations internationales. Cet atelier vise à renforcer la sensibilisation sur l'importance de la sécurité et la santé dans les environnements professionnels, tout en mettant à jour et en révisant la liste des maladies professionnelles afin qu'elle soit en phase avec les évolutions des pratiques et des technologies dans le monde du travail. L'objectif principal de cet atelier est de promouvoir une culture de sécurité au travail, de prévenir les accidents et les maladies professionnelles et de garantir la protection des travailleurs dans tous les secteurs économiques. À cet effet, plusieurs thématiques sont abordées dans 3 jours, notamment les bonnes pratiques de gestion des risques professionnels, les mécanismes de prévention des accidents de travail et la révision des critères médicaux associés aux maladies professionnelles. Et dans ce focus, nous allons vous parler de ce semi-marathon qui a été remporté par la République de Djibouti. La République de Djibouti a remporté le semi-marathon international des vétérans à Yaoundé, au Cameroun. La République de Djibouti a remporté le semi-marathon international des vétérans à Yaoundé, capitale du Cameroun. Abdelrachid Awale Elmi s'est classé premier de cette édition 2025 du semi-marathon du Cameroun avec un chrono de 1h12 minutes et a dominé la course du début jusqu'à la fin du parcours. La deuxième place a été remportée par un athlète kenyan et la troisième place par un Marocain. Le semi-marathon des vétérans vise à la participation des athlètes vétérans du monde entier âgé de 35 à 60 ans. Abdelrachid Awale Elmi, âgé de 50 ans, professeur de collège de l'éducation nationale, avait participé au semi-marathon du Cameroun où il s'est classé deuxième place l'année dernière, en 2024, parmi des milliers de coureurs venus des 4 coins du monde. Il a dit cette fois-ci en remportant la première place avec une médaille d'or su à hisser notre drapeau au sommet, au milieu de la capitale du Cameroun. Abdelrachid Awale Elmi, athlète djiboutien, vétéran, fait la fortier et la fierté de toute la République de Djibouti avec sa médaille d'or en 2025. Dans l'actualité régionale, direction la Somalie où la première grande usine de production de matières plastiques a ouvert ses portes. La Somalie a franchi une étape majeure dans son redressement économique avec l'inauguration officielle de Sam Plastic, première usine spécialisée dans la production des matières plastiques destinées aux usages quotidiens depuis l'effondrement de l'État installé dans la capitale. Cette usine représente aujourd'hui la plus grande infrastructure industrielle dans le domaine de la plastique en Somalie, avec une spécialisation dans la fabrication d'ustensiles ménagers et d'articles essentiels pour les foyers. Dans un contexte où l'industrie demeure un pilier du développement pour le pays émergent, Sam Plastic a permis de créer un emploi pour la jeunesse somalienne, renforçant ainsi les bases d'une économie nationale en reconstruction. Dans une déclaration à la radio-télévision de Djibouti, le directeur général de l'usine, Aboukar Hussein Nour, a souligné les défis relevés pour mettre en place cette usine et unité de production et a présenté les grandes lignes du fonctionnement et des ambitions de l'entreprise. L'usine fabrique actuellement une large gamme de produits, notamment des bouteilles pour boissons, des gobelets pour thé et café, des jouets pour enfants, ainsi que des paniers plastiques destinés au transport d'objets divers. Et cette déclaration faite par Amnesty International concernant ce génocide en cours à Gaza, elle a déclaré, je le cite, Amnesty International affirme que le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct. Amnesty International a publié mardi un rapport accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, marquant le développement dans le conflit sanglant qui secoue la région depuis des décennies. Le rapport indique que le monde assiste directement à ces crimes sans intervention suffisante pour les arrêter. Agnès Calamar, secrétaire générale de l'organisation, a déclaré qu'Israël mène des violations graves atteignant le niveau des génocides selon le droit international. Le rapport mentionne la destruction d'hôpitaux, écoles de maisons ainsi que le déplacement forcé d'environ 1,9 million de Palestiniens, en plus du blocage à l'accès à la nourriture, à l'eau et aux médicaments pour les civils. Le rapport confirme que 95% des victimes des bombardements israéliens sont des officiers civils, dont plus de 15 000 enfants selon les registres des hôpitaux et des autorités officielles de Gaza.
Et pour clore ce focus, nous allons parler de cette crise mondiale de déplacement forcé des Palestiniens. L'ONU appelle à une action coordonnée et durable concernant ces déplacements forcés des Gazaouis. Le Conseil économique et social des Nations Unies a tenu une réunion spéciale pour faire face à une crise humanitaire d'ampleur inédite. En mi-2024, plus de 122,6 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde entier, dont 43,7 millions de réfugiés. Cette progression spectaculaire, le 12 et le double en 10 ans, est principalement alimentée par des conflits armés, souvent menés dans le respect des droits humanitaires. D'autres facteurs aggravants comme le changement climatique, la faim ou la pauvreté participent également au mouvement des populations. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a souligné que les réponses autrefois essentiellement humanitaires sont désormais de plus en plus politiques, rendant la gestion de la crise plus complexe. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci de votre aimable attention.